Bonjour Olivier Véran. Bonjour. Il faut qu'on prenne l'habitude de ne plus vous voir comme ministre de la Santé. Merci en tout cas d'être là. Je crois que c'est une de vos premières prises de parole depuis que vous avez été nommé ministre en charge des relations avec le Parlement et la vie démocratique. Vous nous direz tout à l'heure la vie démocratique, quelles sont vos priorités. Mais alors justement, à quoi ressemblera ce Parlement sur lequel vous veillerez comme le lait sur le feu? À quoi ressemblera-t-il le 20 juin au lendemain du second tour des législatives? Je vous propose de regarder tout de suite la projection de notre partenaire IFOP. Regardez, entre 275 à 310 sièges pour la majorité. Pas loin, la NUPS qui rêve de vous détrôner. Olivier Véran, êtes-vous à l'abri d'un accident électoral? Ce qui est certain, c'est qu'il faut à tout prix l'éviter. Les Français ont fait confiance à Emmanuel Macron pour être leur président de la République lors des élections présidentielles. Et maintenant, normalement, une élection législative qui a lieu après la présidentielle, ça doit être la confirmation de cette confiance. C'est-à-dire qu'il faut accorder au président de la République une majorité à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse maintenant dérouler le programme pour plus de pouvoir d'achat, la révolution de la transition énergétique, le régalien avec la sécurité, etc. C'est fondamental. C'est l'enjeu de la stabilité, Elisabeth Martichoux, qui se joue. Si vous aviez un Parlement qui, d'emblée, dès un début de mandat, ne serait pas en concordance avec le programme pour lequel le président de la République a été élu, ce serait une déstabilisation majeure de la politique dans notre pays pour les années à venir. Et donc, la stabilité est essentielle. Et le choix de la cohérence et le choix de la mobilisation des Françaises et des Français, et j'espère qu'ils seront nombreux, on en parlera le 12 et 19 juin prochain, ça doit être, je le souhaite, d'accorder leur confiance à des députés qui ont fait le boulot pendant 5 ans. Je vous demande si vous êtes à l'abri d'un accident électoral. Logiquement, vous me dites, j'espère que non, mais j'insiste. Par exemple, Patrick Mignola, qui est le président du groupe Modem à l'Assemblée, disait sur LCP lundi soir, je ne sais pas si on aura une majorité. Êtes-vous à l'abri d'un accident électoral? Je ne fais pas le... Quand vous regardez les sondages, la réponse est non selon les sondages. Je ne fais pas le résultat d'un scrutin électoral. C'est la démocratie. Je suis ministre en charge de la vie démocratique. Je ne vais certainement pas me permettre de juger par avance ce qui va se passer. Ce que je dis aux Françaises et aux Français qui nous regardent, c'est qu'il est fondamental d'abord d'aller voter. C'est tous les 5 ans, les élections législatives, et c'est toute la politique qui sera conduite dans notre pays pendant 5 ans. Nous avons, par exemple, Elisabeth Martichoux, l'objectif, dès le lendemain des élections législatives, de faire examiner et adopter par le Parlement un texte fondamental pour les Français qui traite du pouvoir d'achat. C'est l'augmentation des pensions de retraite pour nos retraités. En moyenne, 63 € par mois de plus par retraité dans notre pays. C'est l'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires. C'est la suppression de la redevance audiovisuelle. C'est le bouclier tarifaire qui protège aujourd'hui les Français d'une inflation massive sur le prix de l'énergie. Je rappelle quand même qu'en France, le coût moyen de l'électricité a augmenté de 4%, alors qu'il aurait augmenté de plus de 40% si nous n'avions pas ce bouclier tarifaire. Est-ce que c'est normal qu'on n'ait toujours pas de précision sur le chèque alimentaire? Parce que tout ce que vous dites, en fait, il y a des semaines et des mois presque que vous l'annoncez, il faut attendre l'élection législative. Le chèque alimentaire, c'est toujours aussi flou. Est-ce que c'est normal de se présenter devant les Français en n'ayant donné aucune précision sur ce sujet-là? Ce qui n'est absolument pas flou, et nous avons la cohérence avec nous, c'est de dire aux Français que partout où il y a un enjeu de pouvoir d'achat, partout où il y a une augmentation des matières premières, du prix des matières premières, partout où il peut y avoir des difficultés pour s'achalander ou se ravitailler, nous allons agir pour que les Français ne soient pas en difficulté. Ce que nous faisons d'ailleurs, ce qui protège les Français de l'inflation galopante par rapport aux voisins des Pays-Bas, par exemple, l'inflation est de 12%. Imaginez qu'ils perdent 1 mois et demi de salaire aux Pays-Bas, ce qui n'est pas le cas en France, même s'il y a une inflation, et nous allons couvrir cette inflation en augmentant le pouvoir d'achat des Français. Donc ce sera dans le domaine alimentaire. Vous aurez ces précisions. Le projet de loi est en cours de préparation, de finalisation, et dès le lendemain des élections législatives, si nous avons la majorité, il sera présenté en Conseil des ministres et examiné au Parlement. Mais je le redis, c'est essentiel. Mais ce qui frappe, c'est l'atonie de la campagne. Effectivement, alors Emmanuel Macron fait son retour sur le terrain, il l'a fait mardi, il reviendra mercredi. Cela dit, il a eu plus d'1 mois d'absence sur la scène nationale. Pourquoi faire si peu campagne? Ça ne le concerne pas seulement lui, mais d'abord lui. Mais d'abord, le président de la République était lundi au Conseil européen pour traiter de la question ukrainienne. C'est fondamental. Mardi, il était à Cherbourg pour parler justement de la priorité santé, pour renforcer l'accès aux soins, faire reculer les déserts médicaux, lancer une mission sur les urgences pour agir très vite. On y reviendra. Aujourd'hui, il est sur la question de l'école avec le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Donc il lance les 2 chantiers prioritaires que sont l'école et la santé. Il continue d'aborder les questions internationales. Plus d'1 mois et demi d'absence pratiquement, depuis qu'il a été réélu. Pardonnez-moi, je ne crois pas du tout que le président de la République était absent. Est-ce que dans le fond, il n'y a pas chez vous une sous-estimation du risque que ça ne se passe pas comme en 2017? En 2017, vous avez eu
un raz-de-marée absolu dans la foulée de l'élection d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez pensé que ce serait la même chose cette année ? Personne ne pense que ça pourrait être la même chose. Vous avez raison de dire qu'il y a une forme d'apathie, peut-être pas une atonie, mais une apathie. Moi, je suis très présent sur le terrain, dans ma propre circonscription grenobloise, mais aussi dans les circonscriptions des copains, des collègues que je vais aider. J'irai juste après votre émission en Ile-de-France. J'ai fait pas loin de 40 circonscriptions depuis quelques semaines, et je discute beaucoup avec les Français. Est-ce que vous prenez votre part de responsabilité dans cette apathie ? Il me parle de pouvoir d'achat, il me parle de sécurité, ils m'ont parlé la semaine dernière d'Elisabeth Borne, parce qu'il voulait savoir si on la connaissait, etc. Il y a beaucoup d'intérêt autour de sa personne. Les Français sont un peuple puissamment politique, et moi je suis convaincu que dans la dernière ligne droite, les Français vont se dire « c'est important d'aller voter, dimanche 12 juin, je prends 5 minutes de mon temps pour aller mettre un bulletin de vote, parce que c'est un acte démocratique majeur ». Ensuite, on sort de la période Covid. On n'a plus les masques, on est à nouveau dehors, il fait très beau, il y a eu 2 ans qui étaient extrêmement difficiles. Donc ça participe un peu de l'apathie générale. Et vous avez aussi, pardon de le dire, du côté de la NUP, du côté de Jean-Luc Mélenchon, la volonté de piper un peu l'enjeu de cette élection. Avec un Jean-Luc Mélenchon qui vous dit partout, avec des affiches partout de lui, disant « élisez-moi Premier ministre ». Donc les gens sont nécessairement un peu perdus. Donc moi, je considère qu'il ne faut pas mentir aux Français, il faut leur dire ce qu'on va faire. Nous, on a le mérite de la clarté. Je le redis, au lendemain des législatives, paquet pouvoir d'achat. Une semaine après, un projet de loi majeur sur les énergies renouvelables. C'est-à-dire que les grandes priorités nationales, elles sont au rendez-vous et nous sommes prêts à agir. Ce qui frappe dans notre sondage, c'est que 63, je ne sais pas si on peut le revoir, mais 63% des Français sont favorables à une cohabitation, précisément. Ça vous interroge sur le manque d'élan qui accompagne cette campagne de la majorité, dont on peine à voir les lignes majeures ? Moi, je vous dis, non seulement je ne suis pas favorable, vous comprendrez pourquoi, à une cohabitation, mais quand bien même ce n'est pas mon candidat qui aurait gagné, je ne serais pas favorable. 5 ans de cohabitation, avec 2 programmes qui, en l'occurrence, sont antinomiques l'un de l'autre. Enfin, il faut quand même rappeler que Jean-Luc Mélenchon veut nous faire croire que s'il était, entre guillemets, élu, on n'élit pas un Premier ministre, il est désigné par le Président de la République, mais s'il avait une majorité au Parlement, Jean-Luc Mélenchon sortirait du commandement intégré de l'OTAN au moment où il y a un conflit ukrainien. Jean-Luc Mélenchon ferait des blocages tous azimuts. Je ne sais pas si vous avez parcouru son programme. Moi, je suis allé voir sur son programme Internet. Les Français peuvent vérifier. Faites une recherche par mots-clés. Vous tapez « rechercher » dans votre page Internet. Le mot « interdit » ou « interdire » ou « interdiction », vous savez combien de fois il apparaît ? 41 fois. 41 fois. Vous voulez faire peur avec Jean-Luc Mélenchon ? Je ne fais pas peur avec Jean-Luc Mélenchon. Je dis que Jean-Luc Mélenchon n'est certainement pas ni ma tasse de thé politique, ni certainement pas ce qu'il nous faut pour la France aujourd'hui. Mais c'est un danger, vous dites c'est un danger si jamais son programme était appliqué, si je venais à Matignon ? C'est un danger économique et social. Il ferait exploser de fait les inégalités sociales en faisant à nouveau progresser le chômage, parce qu'il n'y aurait plus d'investissement en France, parce que les entreprises auraient du mal à se fournir, parce qu'il n'y aurait plus de dynamique économique. Nous perdrions toute crédibilité au niveau européen et au niveau international. Ce qu'il propose aussi, c'est un Frexit caché. Quand il dit, en fait, nous resterons européens si tout le monde suit nos règles. Mais écoutez, c'est formidable. Mais ce n'est pas les règles que nous avons adoptées en commun. D'ailleurs, je rappelle qu'il était pour Maastricht à l'époque, comme quoi il a aussi changé. Sur la laïcité, on a vu qu'il avait changé. Sur l'Europe, on a vu qu'il avait changé. Donc, il est en train de faire des propositions altermondialistes, pardon de le dire, au moment où la France a retrouvé une image sur la scène européenne et mondiale, avec un président de la République qui est très actif depuis 5 ans. Il nous vante une alliance altermondialiste avec le Venezuela, Cuba, l'Iran, etc. C'est comme ça. J'invite vraiment chacun qui se pose la question à lire. Moi, je viens de la gauche, Elisabeth Martichoux. J'ai été député socialiste. Je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Je sais ce que c'est que les valeurs de gauche. Je les ai. C'est ce qui m'anime encore. Mais je m'inscris dans le dépassement en politique et ça me convient très bien. Et je considère qu'on fait de la bonne politique. Il dit je suis la gauche. Mais ce qu'il propose, pardonnez-moi, l'explosion de fait des inégalités sociales comme conséquence de la destruction économique qu'il promet pour le pays, ce n'est pas une politique de gauche. C'est ravageur. En vous écoutant, les partisans de Jean-Luc Mélenchon lui-même, il dit mais c'est gagné, on leur fait peur, c'est qu'effectivement on constitue une menace pour la majorité. Mais est-ce que l'objectif, quand on veut diriger un pays, c'est de faire peur à ses concurrents ? Ou est-ce que c'est de protéger les Français ? Si vous le sentez comme une menace électorale, c'est qu'ils ont gagné une partie de la bataille de l'opinion. Ce qui nous mobilise, Elisabeth Martichoux, et qui est l'essence de notre programme, pour lequel le président de la République a fait campagne et sur lequel il a été élu. C'est un programme de protection des Français, de protection de la planète. Nous allons protéger l'économie du pays et les économies des Français. Je ne veux pas qu'on se réveille avec une gueule de bois en se disant qu'est-ce qui va se passer, une grande période d'incertitude s'ouvre, avec des conséquences qu'on mettrait des années à rattraper. Et donc il y a un risque aujourd'hui. Mais de toute façon, une élection présente toujours une part, non pas de risque, mais d'incertitude. Je ne vous dis pas c'est aussi la beauté de la démocratie.
je ne vous dis pas que du jour au lendemain, nous allons créer un paradis, mais je vous promets que du jour au lendemain, nous ferons cesser l'enfer. Dixit Jean-Luc Mélenchon hier soir à Paris. Sophia Chikirou, candidate aussi pour la NUPS à Paris, elle a cogné fort sur plusieurs figures du gouvernement dont vous êtes. On ne change pas une équipe de nazes, 5 ans de répression, de matraquage policier et finalement une médaille pour Darmanin. Fin de citation. Voilà comment Jean-Luc Mélenchon martèle en campagne que c'est vous le danger, c'est le statu quo. Quand je vous parlais de l'image de la France, mais l'image de la France pour les Français aussi, quand vous êtes candidat à une élection législative, que vous faites campagne pour le dirigeant de votre parti politique et que vous traitez vos opposants de nazes, vos concurrents de nazes, pour moi tout est là. La politique, c'est pas un jeu en fait. Hein. C'est pas de la politique fiction ou de la télé-réalité. Non, c'est un rapport de force. Mais c'est quelque chose de très sérieux. Et ils sont crédités. Il faut s'intégrer. D'une forte représentativité. Quand le référentiel au international ne vous va pas, vous agissez pour le changer. Ce que nous faisons, le président de la République, par exemple, s'est engagé pour refaire des traités européens, pour changer la façon de faire, pour que ça aille plus vite, etc. Le plan d'investissement qu'il a obtenu pendant la crise Covid est la démonstration même que quand on est crédible, on arrive à obtenir des moyens supplémentaires. Vos bars, les restaurants, les commerces qui n'ont pas fermé, les entreprises qui investissent, le chômage qui a baissé malgré la crise Covid, l'objectif du plein emploi qui est devant nous pour la première fois. J'étais pas né la dernière fois qu'on parlait de plein emploi. Tout cela est lié à la crédibilité de la France et à l'action d'un président. Mais on n'entend pas. C'est ça qui est assez frappant. Il n'y a pas d'élan, il n'y a pas d'énergie au sein de la majorité. Qui est le chef de la majorité d'ailleurs ? Et nous avons une première ministre, Elisabeth Borne, que je connais très bien, qui est totalement engagée. Est-ce qu'elle est suffisamment sur le terrain ? Et je crois qu'elle a soutenu un candidat sur le terrain législatif, en dehors de sa propre campagne, bien sûr. C'est ça être le chef de la majorité ? Nous sommes toutes et tous sur le terrain. Je vous disais, j'en ai fait pas loin de 40. D'autres ministres font beaucoup de circonscriptions, aident les collègues, les uns les autres. Nous allons nous supporter et nous faisons campagne. La Première ministre est aussi en charge de préparer les textes dont vous m'avez parlé. Vous m'avez interrogé sur le chèque alimentaire. Ce sont des arbitrages, ce sont des questions qui sont compliquées, qui nécessitent beaucoup de travail. Je la connais, c'est une bosseuse. Hein. C'est vraiment une bosseuse. Elle fait des horaires extrêmement extensibles. Donc nous nous préparons pour que le 20 juin, au lendemain des législatives, il n'y ait pas de période de latence et que nous puissions dire aux Français, voilà, tac, tac, révolution énergétique, révolution de pouvoir d'achat, le régalien, la sécurité, on y va. Et encore un mot de la campagne, parce que la preuve que cette campagne, vous reconnaissiez vous-même qu'elle était apathique, c'est que vous essuyez crise sur crise. Il y a eu le cas d'Amir Abad, il y a la crise du Stade de France. On va en parler plus précisément, mais est-ce que ça va impacter le scrutin ? Est-ce que ces crises-là, elles vont faire en sorte que vous ayez moins de députés. La polémique Stade de France risque de nous coûter 50 députés, comme la TVA sociale de Borloo, allusion à 2007. Ça, c'est la citation d'un haut gradé de la Macronie dans l'Opinion ce matin. Ça va vous coûter cher ? J'aime bien les hauts gradés qui, en off... Oui. On sait jamais c'est la règle, mais vous avez dû jouer à ça aussi une fois. On parle de l'avenir de notre pays pour les 5 ans à venir. On parle de la révolution énergétique, de la transition environnementale, de l'émission zéro carbone d'ici à 2050. On parle d'objectifs qui sont majeurs, non seulement pour notre quotidien, mais aussi pour les années à venir et les générations à venir. Je ne veux pas penser une seconde que, même si on peut regretter et fortement ce qui s'est passé pour ce match de foot, c'est un impact tel que cela change la face de la France, de l'Europe et du monde pendant des années. Pardonnez-moi, il faut garder toute proportion gardée. Le ministre de l'Intérieur s'est expliqué très longuement hier devant les sénateurs, mais il a apporté avec une transparence totale les chiffres, les éléments. Il y aura d'autres auditions, j'ai cru comprendre, qui allaient suivre pour que la transparence soit faite. Le parquet de Bobigny est saisi, l'inspection générale de la police nationale est saisie, l'UEFA est saisie. Toutes les enquêtes sont ouvertes pour comprendre les dysfonctionnements. La France, par le passé, a su montrer qu'on savait organiser des événements internationaux. Nous aurons l'occasion de redorer notre image à l'étranger, si c'est votre inquiétude, à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques de 2024. Emmanuel Macron était-il agacé, peut-être même plus, par la polémique Stade de France ? J'en ai pas parlé avec lui. Est-ce que vous avez eu des échos ? A-t-il demandé à Gérald Darmanin est-ce qu'il a demandé à Gérald Darmanin de changer de ton et de faire un mea culpa, ce qu'il a fait hier soir ? J'ai entendu la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, dire hier en point presse, en sortie de Conseil des ministres, que Gérald Darmanin avait évidemment la confiance du président de la République. Encore une fois, il l'a dit lui-même. L'Élysée a fait savoir qu'il avait demandé à Gérald Darmanin d'être un petit peu plus dans la modestie qu'il ne l'avait été. Donc,
Et de fait, hier soir, il l'a été, il ne l'avait pas été encore. Vous faites état de off que vous comprendrez bien pourquoi. Au Je ne peux Conseil pas des ministres, il commenter. n'en a pas parlé hier matin? Non, il n'en a pas été question, Pas un mot. et pas en ce sens-là. Pas un mot Pas en sur ce le Stade de sens-là. France. Il a évoqué la question du Stade de France, il a Olivier évoqué, Grégoire l'a dit. en appelant à la transparence, etc. Ce qui est encore une fois le cas. On peut regretter tous. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un Français qui ne regrette pas ce qui s'est passé et qui ne trouve pas que ces scènes, ces images auraient dû être évitées, auraient sans doute pu être évitées. Maintenant, ça fait appel à des mécanismes qui sont complexes, qui nécessitent d'avoir des enquêtes, des retours d'expérience pour qu'on n'ait plus à le voir. Ce sera le cas. Encore une fois, mettre ça en corollaire avec l'avenir de notre pays et l'Europe pour les 5 ans à venir, ça me semble... Ouais. Voilà. Marine Le Pen demande la démission de Gérald Darmanin. Elle demande la démission de tout le monde. Elle a demandé ma démission pendant au moins 5 ou 6 fois. La première fois qu'elle a demandé ma démission, Marine Le Pen, c'est quand j'avais dit non pour donner de la chloroquine comme des bonbons à tous les Français. Je vous ai demandé tout à l'heure de commenter le fait que 63%, selon l'IFOP, notre partenaire de Français, réclamaient une cohabitation. Vous ne m'avez pas répondu vraiment à la question. Ça ne vous interroge pas quand même? Ça ne dit rien 63%, c'est une très forte majorité de Français qui souhaiteraient voir quelqu'un d'autre de la majorité à Matignon. Ça ne vous remet pas un peu en question? Mais Elisabeth Martichoux, ça remet toute la classe politique et le fonctionnement même de notre vie démocratique. On va peut-être aller sur le sujet de mon périmètre, parce que c'est intéressant, en question. Parce que ce sondage que vous présentez aujourd'hui, vous auriez pu présenter le même il y a 5 ans. Et le même il y a 10 ans. Moi, c'est ma 3e candidature à une élection législative. J'ai toujours eu le procès en illégitimité sitôt qu'on avait gagné une élection. Alors que quand vous gagnez une élection, par définition, c'est que vous êtes légitime parce que vous êtes démocratiquement élu. Comment est-ce qu'on fait pour rebâtir un système de confiance et de crédibilité de l'action publique aux yeux des Français? Quelles sont vos priorités? Comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on explique que lorsque j'étais médecin hospitalier et que j'avais la blouse blanche, j'avais 86% de confiance des Français a priori? Et lorsque je sortais de l'hôpital, que j'enlevais la blouse blanche et que je mettais l'écharpe tricolore de député, je tombais à 10%. J'étais le même. C'est le même sens de l'engagement. Alors, donc il ne s'agit pas des vos personnes. priorités pour restaurer cette confiance et faire en sorte que la démocratie fonctionne davantage? C'est la nouvelle méthode qui a été prônée par le président de la République pendant la campagne présidentielle. C'est Mais le on a fameux, bien compris. c'est le fameux avec vous. Justement, on va concevoir des choses ensemble. Et vous verrez, vous connaissez je peux avoir beaucoup de défauts, mais pas celui de manquer d'idées et d'engagement sur les sujets qui me tiennent à cœur. Et c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Donc vous allez organiser une consultation? Il faut pouvoir entendre d'abord le silence des urnes et le bruit de la rue. Il faut pouvoir tenir compte des Français qui s'expriment et de ceux qui ne s'expriment pas. Nous sommes un peuple extrêmement politique, probablement le plus politique du monde. Si vous assistez à un repas de famille le dimanche, si vous allez prendre un café entre collègues après l'émission, les Français parlent de quoi? De politique. Il n'y a pas un autre pays que la France dans lequel vous avez autant de responsables politiques dans les matinales, Elisabeth Martichoux, ou dans les émissions, parce que ça nous plaît. Et on est un peuple qui a un avis sur les questions et ça qui creuse cet avis. Un peu moins qu'avant. Comment est-ce que... Non, c'est le fonctionnement de la politique qui plaît moins. Ouais. Par contre, les sujets politiques tiennent à cœur des Français. Comment est-ce qu'on permet de transformer cette motivation en mobilisation? Et comment est-ce qu'on entend davantage la parole des Français? Moi, j'ai trop connu la démocratie participative où on interroge les gens, peu ou prou, ils répondent, et ensuite on ne leur fait pas de feedback. C'est-à-dire qu'on ne revient pas vers eux en leur disant, voilà, on a tiré les fruits de l'enseignement, on a tiré l'enseignement de ce que vous nous avez dit, et on va travailler, on va avancer ensemble. Moi, je pense qu'en la matière, il faut innover. Et en termes de vecteurs d'information et de communication, et en termes de mobilisation. Il faut qu'on puisse transformer la fabrication d'un certain nombre de lois, et on va avoir de très beaux textes devant nous qui vont nécessiter de mobiliser davantage les Français, et se mettre à hauteur des Français, c'est-à-dire leur permettre de s'exprimer de façon facile, massive, sur les sujets du quotidien. Donnez-nous vraiment une idée de ce que sera la méthode. Je ne vous donne pas aujourd'hui la méthode, parce que, je n'arrive pas avec une méthode qui est toute faite, j'arrive avec une ambition, une intention. Vous n'avez pas encore les moyens. Mais vous n'avez pas encore. Attendez, je suis arrivé. Non, mais je suis une arrivé. idée, c'est intéressant. Parce qu'on est au cœur du sujet. Je viendrai devant vous. Je viendrai devant vous dans quelques semaines ou dans quelques mois, parce que je pense que c'est quelque chose qui se travaille avec les intellectuels, avec les écoles de sciences sociales, avec les politologues, avec des représentants des corps intermédiaires. C'est quelque chose qui se travaille pour qu'on puisse arriver avec quelque chose de construit à proposer aux Français et qu'on réussisse. Alors, ce qu'on comprend, c'est que vous allez consulter, vous n'allez pas faire ça tout seul dans votre ministère, c'est ce que vous voulez nous dire. Vous reviendrez vers les Français, je ne sais pas comment, consulter aussi les Français. Par ailleurs, il y a effectivement des outils. Par exemple, le mode de scrutin. Est-ce que vous êtes pour la proportionnelle? Ça fait partie de la réflexion autour de la réforme constitutionnelle, la réforme des institutions,
qui a Est-ce que été vous y êtes annoncé par le favorable? président. Je suis ministre en charge des relations avec le Parlement et la vie démocratique. Donc, je ne vais pas vous donner ici un avis but en blanc, alors que je vais être parmi ceux qui vont consulter les uns les autres. J'ai été reçu par le président du Sénat, par le président de l'Assemblée nationale. Je reçois au ministère les différents présidents de groupes parlementaires, les présidents de commissions, pour commencer cette consultation, pour qu'on ait une réforme institutionnelle. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut changer. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut. Ça commencera dans l'été probablement, avec des modalités de consultation qui seront définies par le président de la République en matière de réforme constitutionnelle. Mais si vous voulez, c'est une transformation qu'il nous faut opérer, parce qu'il y a une attente de la part des Français. Moi, je considère qu'on ne peut pas se satisfaire d'avoir 50-40% d'abstention, avec en même temps un peuple français qui est un peuple, je le redis, éminemment politique. C'est pas que ça ne les intéresse pas, c'est qu'ils n'y croient pas. On promet des réformes depuis des décennies sur ce sujet, presque. Et effectivement, on n'a encore rien vu vraiment de décisif. On verra si vous êtes à l'œuvre, si vous êtes élu, parce que vous appliquerez évidemment la règle. Si vous n'êtes pas élu député, vous êtes candidat à Grenoble. On ne peut pas aller plus loin pour des raisons de temps de parole et de règles électorales. Mais si vous êtes élu, vous resterez au gouvernement. Sinon, vous serez obligé d'en sortir. C'est la règle. Un mot quand même, parce qu'encore une fois, le ministère de la Santé, vous n'êtes pas indifférent aux enjeux, évidemment, pour avoir été 3 ans, même si ça n'est plus votre ministère. Une enquête flash d'1 mois sur les urgences, a annoncé le chef de l'État. Pourquoi ? Le chef de l'État, réélu après 5 ans, il a besoin d'une évaluation de l'hôpital. Mais, honnêtement, je vais vous dire une chose. Franchement, on est exactement dans le cœur du sujet. On est un peu stupéfait. Ben non, on est dans le cœur du sujet. François Braun, c'est le patron du SAMU. Pas depuis hier, depuis un certain nombre d'années. Il connaît tous ses collègues. Il parcourt tous les services d'urgence de tout le pays depuis des années. C'est des gens, évidemment, c'est quelqu'un que j'ai consulté aussi beaucoup lorsque j'étais ministre en charge et qui a des propositions qui sont quasiment finalisées, qu'il faut pouvoir formaliser, consulter, concerter avec l'ensemble du corps hospitalier qui attend, et a raison, des mesures très fortes pour l'accès aux soins, notamment d'urgence dans notre pays. Donc, qui dit grande transformation dit, et c'est normal, consultation. Si vous aviez un plan qui arrivait comme ça, vous dites, écoutez, on a travaillé depuis des mois, évidemment qu'on a travaillé cette question-là, on ne découvre pas le sujet aujourd'hui. Vous nous diriez, alors attendez, c'est un truc qui arrive d'en haut, que vous n'avez pas consulté. Donc, 3 semaines, 4 semaines, pour pouvoir consulter l'ensemble des urgentistes de ce pays, des infirmiers, pour apporter des solutions opérationnelles. Brigitte Bourguignon aura à faire des propositions, et vous verrez que ce sera efficace. Merci beaucoup, Olivier Véran, d'avoir été ce matin sur LCI. Dans un instant, vous le savez, émission spéciale, God Save the Queen. 70 ans, c'est le jubilé. Et 92% de popularité pour la reine d'Angleterre. C'est un exemple pour tout le monde. Ça fait rêver. Je vous souhaite, Elisabeth, 70 ans de reine. 70 ans de journalisme, d'être dans le même évidemment, niveau. sur LCI.